Alors merci à tous d'être ici. Le temps qu'on installe la présentation, je vais commencer peut-être en disant le forum a bien mis la table, comme on le disait, sur les différentes approches telles que la Vision Zéro a démarré en Suède, comment elle s'est traduite peut-être en Angleterre et maintenant en Amérique du Nord. Donc on va voir comment ça s'est fait. Juste vous dire, il y a une pétition qui est partie à Sherbrooke, c'était pour demander aux élus municipaux de prendre en compte le transport actif. C'est des citoyens qui ont parti ça il y a très peu de temps, puis il y a déjà plus de 1000 signatures pour une pétition pour que les élus prennent plus d'engagement en transport actif, donc vélo et piétons. Et je trouve ça encourageant de voir des initiatives citoyennes comme ça qui encouragent les élus à en faire plus en la matière. Piéton Québec a été créé en octobre 2015. Il a pour mission donc de défendre l'intérêt des piétons, c'est de donner une voix aux piétons dans les politiques publiques parce qu'on voyait souvent que c'était l'usager oublié des politiques de transport et d'infrastructure. On a, au cours de ces 2 dernières années, fait beaucoup de choses. Tout le lancement de Piéton Québec était autour d'une campagne positive. On est tous piétons. À la minute qu'on a stationné notre auto, à la minute qu'on a stationné notre vélo, on redevient piéton. Et c'est dans le fond ce maillon essentiel du transport qu'on veut défendre. Et là, vous avez une liste de mémoires, de fiches techniques que vous pouvez trouver qui sont disponibles sur le site de Piéton Québec. Quelques constats pour démarrer. Les co-bénéfices sont multiples à améliorer le déplacement à pied. Je vais y passer assez vite, mais ne serait-ce que sauver des vies, évidemment, et c'est ça l'idée de la vision zéro. Mais la sécurité, il n'y a pas juste ça, il y a le confort, le fait de profiter de la ville, donc l'aspect qualitatif de la marche. Toutes les questions de santé publique, bien évidemment, d'autant plus dans un contexte de vieillissement de la population. Et tout ce qui est mobilité durable, de réduire les GES, d'améliorer la santé des populations, mais aussi de l'environnement. Ici, vous voyez quelque chose d'assez technique, c'est la constante de Zahavi. C'est un concept théorique du développement urbain basé sur les technologies de transport. Alors, lorsque la ville était basée sur le piéton, on avait un rayon à peu près de 3 à 5 km de rayon des villes parce que la vitesse de déplacement était à peu près à 3,5 km/h. Le tramway amenait une ville beaucoup plus étalée, mais pas tant que ça, avec des quartiers denses, comme les quartiers centraux, on va dire, de Québec et de Montréal. Trois-Rivières aussi. Vitesse moyenne, là, de 25 km/h. L'automobile a amené finalement un rayon de ville à peu près à 35 km/h. Et qu'est-ce que ça, de 35 km, excusez. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est qu'à travers les évolutions technologiques, on n'a jamais gagné du temps, on a gagné de la distance. Et c'est là aussi où il faut remettre le piéton dans son contexte. C'est peut-être qu'on ne se pose pas les bonnes questions quand on veut améliorer les conditions de piéton. Alors souvent on dit « Ah, mais si on fait trop de place aux piétons, ça va tuer le commerce, c'est pas bon pour l'économie. » À gauche, vous avez Atlanta. À droite, vous avez Barcelone. À peu près la même population, mais ça, c'est l'empreinte urbaine. À quel point Atlanta est beaucoup plus étalée que Barcelone. Et quand on regarde, donc à peu près des populations comparables, on a plus de 4000 km² pour Atlanta et seulement 162 km² pour Barcelone. Ben, les tonnes GES, on passe à moins d'1 tonne pour ce qui est de Barcelone et on est à 7,5 tonnes pour Atlanta. Donc par personne, par année, ça fait beaucoup. Au Québec, on est à peu près à 2,5 tonnes GES par habitant, vu notre dépendance à l'automobile. Et pourtant, ça coûte beaucoup moins cher à la société d'investir pour les piétons. Ces chiffres feront déjà pas mal circuler, mais si on prenait conscience du fardeau que représente l'investissement routier et du gain économique de l'investissement public qu'on a à faire dans le transport actif, c'est majeur. Et pourtant, le seul programme d'amélioration du transport collectif au Québec est de 5 millions de dollars. Qu'est-ce que vous faites avec 5 millions de dollars sur l'ensemble des municipalités du Québec? En plus, les municipalités doivent dépenser, eux, 50%, doivent engager 50% des sommes pour améliorer le transport actif au Québec. Tandis qu'une autoroute est payée à 100% par le provincial. Ne serait-ce que ce seul programme qui s'adresse au transport actif nous démontre qu'il n'y a pas assez de budget tout simplement, mais d'attention portée pour les déplacements à pied et à vélo en général. Ici, je voulais mettre quelque chose de plus sympathique, c'était de dire, avant, la rue appartenait aux piétons. C'est normal, c'est fait pour se déplacer, et c'était la vision traditionnelle de la ville. Et maintenant, on nous dit toujours, c'est à vous de faire attention. On a créé le concept de jaywalking pour dire, le fardeau de la sécurité, il est sur les piétons. Et le comble de ça, ça serait de nous dire, on va finir par nous obliger à porter un casque.
Mais quand on nous dit tout le temps c'est à vous de vous habiller toujours plus voyant, c'est à vous à faire attention à votre sécurité, ben ça n'a pas de fin. Le code de la sécurité routière est vétuste. Il date des années 70. J'ai sélectionné seulement quelques passages, mais simplement dire que finalement, un piéton ne peut pas traverser une intersection, il est censé aller chercher une lumière, même si elle est bien loin, et ce qui fait en sorte que finalement, des piétons traversent n'importe où quand c'est trop loin. Les passages clairement identifiés, on dit d'aller les prendre, mais finalement, il n'y a pas de point de démérite associé à un non-respect de passage piéton par un automobiliste. Le fait qu'il n'y ait pas de point de démérite fait en sorte que les policiers l'appliquent très peu parce qu'ils ne voient pas de gain concret et ça ne fait pas partie des bilans policiers. Alors déjà, d'avoir des points de démérite ou d'avoir quelque chose de plus dissuasif sur le respect du passage piéton aiderait beaucoup. Ça a été demandé par la Swedish Road Administration, donc c'est l'État suédois qui a dit, bon là, il va falloir faire prendre conscience, là, quand on a entendu Vision Zéro, il fallait que la population adhère à cette vision que les usagers vulnérables doivent être les prioritaires. Ça, c'était pour faire rendre compte aux automobilistes, aux autres usagers de la route que ce qui reste aux piétons dans l'espace public, c'est pas grand-chose. Quand on regarde les règles, comment elles sont faites, même finalement, le temps qui nous est alloué sur les lumières, même celui-ci, on n'est pas toujours en sécurité, d'autant plus avec l'autorisation du virage à droite sur feu rouge, où même ce temps, cette lumière verte pour piétons, même ça n'est plus défendu pour les piétons, donc il ne reste plus grand-chose. On le voit, là, virage à droite sur feu rouge, même si c'est interdit à Montréal, un aîné, sur son feu vert, se fait couper, et il y a de plus en plus de morts justement chez les aînés, parce qu'ils sont peut-être moins rapides pour regarder en arrière de la tête, mais à un moment donné, on ne va pas demander aux piétons justement de s'habiller en jaune puis d'avoir des yeux derrière la tête. La discontinuité de la trame aussi urbaine, c'est courant. Ici, c'est pas loin d'ici, vous reconnaissez. C'est courant pour les piétons. L'absence de trottoir, une image, on voit mal, mais ça, c'était un projet d'urbanisme participatif où on allait devant des résidences personnes âgées. Sur des kilomètres, il n'y avait pas de trottoir. Alors, c'est sûr que ça met en danger les aînés de la résidence qui habitaient là. Et alors, changer l'approche pour une vision zéro, c'est de se dire, est-ce qu'on peut mieux tenir compte de l'être humain ? Et ça, c'est trop facile de dire, ben non, je le planifie, je le pense, puis l'être humain va se comporter comme tel. Ben là, il serait temps de remettre l'usager et le piéton au cœur des politiques, puis d'arrêter de penser que si on met une règle, le piéton doit s'y conformer. Il faut peut-être aussi se dire, oui, il va y avoir des règles et le piéton va s'y conformer, mais mieux tenir compte des comportements spontanés des êtres humains. La saisonnalité de la marche. Est-ce qu'on peut mieux penser nos infrastructures? Comment ça se fait que là où on draine la slotch, l'eau, la glace, c'est l'endroit des descentes de trottoirs, les bateaux pavés? Comment ça se fait? Nos ingénieurs n'ont pas trouvé autre chose. Et pourtant, ailleurs, ça se fait autrement alors qu'il n'y a même pas l'hiver. Alors quand on voit ça, on se dit peut-être nos ingénieurs devraient innover en la matière. De ne pas mettre des trottoirs. Il y a encore des rues qui se construisent pas de trottoirs. Ça n'a pas d'allure. Des enfants devraient avoir ce droit de pouvoir aller en sécurité à l'école. Puis en plus, on a entendu parler, même s'il y a des trottoirs, ben, des fois, ils ne sont pas déneigés. Ben, là encore, on a entendu des villes qui mettent ça comme priorité pour la santé publique, pour toutes sortes de raisons. Mais finalement, on sauve des vies aussi juste parce qu'on déneige. C'est trop dommage de ne pas déneiger. Moi, je verrais bien ça, une rue pas déneigée pour les autos. Pourquoi c'est toléré pour les trottoirs? Le marquage, avec le retour du printemps, souvent on ne voit pas le marquage se fait effacer par les déneigeuses, tout ça. Est-ce qu'on peut trouver là aussi quelque chose de plus innovant? Il existe des trottoirs traversants, on va y arriver plus tard, des dos d'âne prolongés, il existe des intersections surélevées. Mais de s'en tenir juste à la peinture, pour le Québec et avec l'hiver, ça ne suffit pas. Donc au niveau de l'hiver, il y a beaucoup de choses à faire, mais d'éliminer les conflits découlant de la présence des équipements permanents et saisonniers, parce qu'on le voit, c'est pas pareil le mobilier urbain dépendamment des saisons. Prévoir du coup l'adaptabilité du mobilier urbain, que le déneigement et le déglaçage fassent partie intégrante des politiques de déplacement et qu'on priorise justement le déneigement des modes de transport des personnes les plus vulnérables, puis corriger les déficiences du réseau de drainage, on l'a dit, mais c'est une évidence. La gestion des détours. À chaque fois qu'on fait des travaux, on met un panneau, puis c'est fini, les piétons passent ailleurs. Est-ce qu'ils passent vraiment 3 rues plus loin? Ben non. Ça, c'est la différence entre l'expérience, la réalité, et ce que le planificateur voudrait. Donc c'est trop facile de fermer, là on est encore à Québec, on a fermé les 2 trottoirs, puis on laisse passer les autos dans le milieu. On n'aurait pas pu faire un petit corridor protégé pour piétons là-dedans?
Ça aurait été possible. Et ce qu'on demande, c'est justement à chaque fois qu'il y a un chantier, de créer un détour sécurisé. Ça se fait dans plus en plus de villes. Gestion des déchets, vous êtes sur Sainte-Catherine, la rue où il y a le plus de piétons au Québec. Ça peut monter jusqu'à 16 000 piétons à l'heure en été. Ben voilà, on met les déchets n'importe où. Ben là aussi, les piétons, c'est toujours eux qui ramassent finalement les inconvénients des autres usagers ou qui sont finalement le résidu d'espace public duquel tout le monde se fout. Plus grand chantier au Canada, Turco, 4 milliards d'investissements. C'est notre cathédrale, c'est la cathédrale de Gaudi, c'est ce qu'on s'offre collectivement, c'est notre grand chantier à nous. La seule promesse qui était faite aux piétons et cyclistes structurante, c'était la dalle park. Un lien, une passerelle pour éviter un détour qui fait à peu près 8 km, mais la frontière urbaine est de 4 km. Ben, on l'a fait l'annonce, on a dit il y en aura aussi pour les piétons, maintenant on pense mobilité durable au ministère des Transports du Québec. Ben, finalement, une fois que l'annonce du projet a été faite et que c'était vendeur, on a décidé de supprimer cette seule lien piéton-cycliste dans le principal chantier au Canada. Ça fait dur. C'était le budget, le 1%, là. 40 millions c'était estimé. Donc déjà d'avoir le 1% piéton, il me semble que ce serait la base pour les politiques publiques au Québec. L'accidentologie est grave, on a été documenté, j'y passerai très vite. Juste vous dire, pour les enfants, c'est un problème majeur de l'ensemble des pays, notamment en développement. C'est la cause numéro 1 de mortalité chez les 15-17 ans. Alors, toutes les sociétés jeunes font face à ça, mais aussi les sociétés plus âgées, et on y reviendra. Le Québec se classe juste derrière la Finlande. On est quand même dans un bilan routier. Là, c'est le bilan routier total, donc ce n'est pas par rapport aux conditions des piétons. Mais vous voyez que finalement, on aurait pu éviter, si on se compare à la Suède, on peut au moins améliorer du double notre bilan, si ce n'est plus. 45 décès piétons au Québec en 2015, 63 en 2016, ça fait 18 morts de plus, ça fait 40% de hausse en un an. Et puis, c'est directement les 75 ans et plus qui sont les plus touchés. Donc, plus de 8%, je vais y revenir plus tard, c'est 8,6% des piétons de hausse chez les 75 ans et plus dans les 5 dernières années. Fait quand on dit que c'est les piétons délinquants qui se mettent en danger, fait que les gens ne font pas assez attention à la sécurité, donc ils meurent, c'est faux. Quand on a 75 ans, on est peut-être moins rapide, on voit peut-être moins loin, on a peut-être un degré. Donc, si on ne fait pas face à ça, si on ne sait pas réagir au vieillissement de la population, on va juste voir ces chiffres s'aggraver. D'ailleurs, l'Institut de la statistique du Québec, excusez-moi, nous dit que d'ici 2025, il y aura 30% de la population qui sera âgée de plus de 65 ans, et puis que ça sera un groupe d'âge plus grand que les moins de 20 ans. Donc, ça veut dire que ça parle beaucoup. Il y a un afflux d'aînés aussi vers les villes. Lorsqu'on vit en région et qu'on n'a plus la possibilité d'avoir des soins de santé, on se rapproche des centres urbains. Puis là encore, non seulement il y a le vieillissement, mais il y a le fait que les gens plus vieillissent, plus ils vont dans les villes. Donc plus il y a de transport, plus il y a de voitures. Donc il faut repenser la ville, parce que la ville, elle n'a pas été pensée pour tous ces piétons et ces nouveaux piétons aînés. Elle a été faite à un moment donné où on se disait, c'est bon, on est jeune, puis tout le monde va rouler en auto. Puis là, ce qu'on voit, le parc automobile grandit 2 fois plus vite que la population. Donc vous avez un parc automobile qui grandit 2 fois plus vite que la population et une population franchement vieillissante. Vous avez 2 ingrédients là pour qu'on ait un problème de santé publique majeur qui est déjà en train de se prononcer, qu'on voit déjà. Lorsque la SAAC a interrogé les Québécois, ça c'est les documents de la SAAC dans leur dernier bilan, 37% croient que les piétons sont respectueux des règles de la circulation, ce qui veut dire que les autres ne le sont pas. Et ça veut dire qu'il y a quand même plus du tiers des Québécois, quasiment les 2 tiers, là, à convaincre que ce n'est pas de la faute des piétons s'ils se font écraser. Parce que si on regarde les statistiques, vraiment là encore de la SAAC, de qui est responsable, 68% viendraient des conducteurs, puis les piétons seulement 15%, responsabilité partagée à 17%. Donc de faire croire que les piétons sont des chevreuils et que c'est pour ça qu'ils décèdent, ça va faire. C'est pour ça qu'on a besoin d'une vision zéro, de ne plus tolérer qu'il y ait autant de morts, au moins de diminuer le plus possible. Donc aucune perte de vie n'est acceptable, on l'a dit. Les collisions, blessures, les collisions mortelles et les blessures sont évitables. Les humains font tous des erreurs, on l'a dit, et c'est la route, l'aménagement qui doit pardonner. Les humains sont vulnérables
et il y a responsabilité partagée entre ceux qui gèrent la route et les usagers. Et ça prend un changement global. On ne peut pas faire du saupoudrage. Et c'est ça notre crainte aussi avec la vision zéro. Il ne faut pas que ce soit juste une approche de sécurité et pas juste une approche visant purement ça. C'est une vision globale de la mobilité durable. Donc la mobilité, mais de la ville durable, et qui va finalement nous donner la qualité de vie en passant par une trame de transport actif plus continue et une priorité donnée aux déplacements actifs, les gens qui sont les plus sécuritaires, qui sont les plus vulnérables, excusez-moi. Donc cette responsabilité partagée change complètement la réflexion. Elle invite à revoir complètement le réseau routier en fonction des vitesses. À 80 km/h, évidemment, un piéton meurt. À 50 km/h, un piéton est quasiment sûr de décéder. À 30 km/h, il est quasiment sûr de ne pas décéder. Disons que ses blessures vont être graves, mais il y aura beaucoup moins de chances de décéder à 30 km/h. Alors, juste cette vitesse change beaucoup de choses. Dans l'approche de vision zéro qui a été faite en Suède et non pas en Amérique du Nord, on est beaucoup sur l'aspect justement enforcement, on va renforcer les règles, il va y avoir des contraventions, des tickets, mais peu encore sur l'aménagement. En Suède, ils ont changé la classification routière, ils ont dit, bon, il faut penser la hiérarchie. Quand vous pensez au code de la sécurité routière au Québec, on dit des routes. Est-ce que c'est toujours des routes? Ben non, c'est des rues des fois. Notamment dans les villes, le ministère des Transports a compétence sur tout le réseau artériel. Donc la plupart de nos grandes rues deviennent des routes et sont pensées comme des autoroutes. La nouvelle classification qui a été opérée en Suède et de laquelle on pourrait s'inspirer, ça va avoir des artères et autoroutes urbaines, des rues collectrices, rues résidentielles, rues partagées et rues piétonnes, ce qui permet d'avoir une approche flexible où oui, il y a des fois de la fluidité sur certains axes qui ne sont pas ouverts aux piétons, mais d'autres où enfin les piétons ont plus de droits. D'ailleurs, donc de baisser la limite sur le réseau autoroutier, je l'ai entendu tout à l'heure, pour les piétons, ça ne fait rien de baisser la vitesse sur le réseau autoroutier. D'ailleurs, l'Allemagne, on le voyait, est dans les pays les plus sécuritaires, mais il n'y a pas de limite de vitesse sur les autoroutes. On met l'emphase sur la vitesse en milieu urbain, c'est ça qui est prioritaire. Les rues collectrices ou principales, elles, par contre, doivent être repensées un peu mieux. Et là, la fluidité, on doit la penser autrement. Actuellement, des fois, les lumières sont synchronisées pour nous faire rouler à 60-70 km/h, tandis que la vitesse affichée, c'est 50 km/h. Donc, de respecter déjà la vitesse autorisée. Les rues résidentielles ou locales, il faut qu'on déploie plus de mesures d'apaisement et qu'on passe à 30 km/h partout dans le milieu résidentiel. Les rues partagées, ça c'est vraiment l'avenir, d'avoir des rues où chacun a sa place, où les autos peuvent passer, mais elles sentent qu'elles rentrent chez les piétons et qu'elles roulent à faible vitesse. Il y a vraiment quelque chose là, et c'est un concept qui se développe de plus en plus. Les rues piétonnes, qu'elles soient estivales, qu'elles soient éphémères le temps d'un festival, justement, pour le festival de la galette de Louisville, pour un festival de musique, n'importe quoi, il faut qu'il y ait une stratégie pour les rues piétonnes, qu'elles soient éphémères, temporaires, permanentes. Et d'ailleurs, le programme d'implantation de rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal mérite d'être regardé, vous irez voir, notamment par rapport à ses objectifs et outils de suivi, bien qu'il manque de budget et d'ampleur, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc la classification suédoise que je vous ai montrée, ça a donné un changement complet du réseau dans différentes villes et un suivi de l'ensemble des mesures d'apaisement sur les axes dont je vous ai parlé avec la nouvelle classification, pour dire, ben là, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on réduit vraiment les blessés là? Et là, on a une approche systémique par réseau, comme on voyait, mais aussi par points tels que la cartographie d'accès transport viable Le Monde aux points accidentogènes à Québec. C'est toujours la même chose. Puis là, en fait, on faisait un retour sur les capteurs et radars qu'on avait mis avant, mais pas seulement sur les études ponctuelles. Les pistes de changement sont nombreuses. Vous pouvez regarder le Boston Complete Street qui avait été fait. Donc, toute l'approche de rue complète doit nous inspirer. D'ailleurs, ce qui a été présenté par la Ville de Québec est intéressant dans la philosophie. Et si cette philosophie peut percoler dans des gestes concrets, ben, c'est là que ça se jouera, parce qu'il faut passer du discours à l'action. Les guides du NACTO valent vraiment la peine aussi à être regardés sur comment on design mieux les rues. L'UMQ, qui regroupe les plus grandes municipalités du Québec, avait déjà des priorités d'action. Donc, encourager la sécurité, le dit, ralentir la vitesse des véhicules, améliorer la sécurité au point de conflit qu'on connaît bien souvent, réduire la largeur des traversées, intégrer les cheminements sécuritaires vers les écoles, les centres de vieillesse, les hôpitaux, sécuriser les cheminements pour personnes à mobilité réduite. Bref, on sait déjà ces pistes-là. Il ne faut pas
à un moment donné, peut-être que je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que ce discours arrive vraiment au niveau des élus, mais on le sait, c'est là. Ben, je dis les élus, mais c'est l'ensemble de la population. Ils ont besoin de sentir notre appui, que nous, on demande du changement. Donc, les pistes de changement sont connues. On a entendu aussi d'avoir des processus plus participatifs. C'est une évidence. Les gens font partie de la solution. Ça, c'était un projet Vieillir en santé dans les quartiers sécuritaires que le Conseil régional de l'environnement de Montréal a mené avec la table de concertation des aînés de l'île de Montréal. Donc, c'était beau de voir des aînés avec des environnementalistes qui pensaient à refaire la rue. Puis au final, il y avait beaucoup d'apprentissages communs. Puis je pense que ces étapes d'itération vers le public et le terrain sont fondamentales. Dans ce cas-ci, ce qu'il y avait, c'était des rencontres de parties prenantes, des portraits diagnostiques étoffés. Il n'y a pas assez d'études aussi pour comprendre où est l'origine des problèmes, où sont les pistes d'amélioration aussi pour nos rues. Des ateliers participatifs, des marches exploratoires et des recommandations d'aménagement, c'est vers ça que ce projet est allé. Alors la rue partagée, j'y reviens parce que c'est le fondement de tout ça. Quand on dit que ça prend un meilleur partage de la rue, là où ce qu'on entend là c'est partage, c'est la location de l'espace. Parce que le partage de la rue au niveau de cohabiter interusagers, c'est une évidence. Le vivre ensemble, la politesse, le respect des règles, ça c'est la base. Mais là, ce sur quoi je mets l'emphase, c'est la location de l'espace, la rue, comment elle est designée pour favoriser le vivre ensemble. Mais la rue partagée, ce concept de partage nouveau de la rue, c'est venu peut-être un peu du Woonerf aux Pays-Bas, où il y avait trop d'enfants justement qui mouraient dans les rues dans les années 70. Les gens ont dit stop, on arrête ça, il faut prolonger le chez-soi pour que la rue ne soit pas aux véhicules, la rue soit aux êtres humains. Et là, ce concept-là a vu finalement des gens étirer des terrasses, supprimer des stationnements pour avoir finalement des milieux de vie, des lieux d'appropriation. Les rues partagées, des fois, sont appelées des zones de rencontre. En Suisse, ici, vous avez deux exemples. C'est tantôt une zone de promenade à Burgdorf. À Bienne, ce sont des zones de priorité aux piétons. Là encore, on peut réinventer l'imaginaire linguistique aussi pour donner de nouvelles priorités. Paris aussi qui a passé toutes ces rues locales à 20 ou 30 km/h. Toutes ces rues, la moitié, les rues locales. Là encore, toutes sortes de zones de rencontres qui peuvent être différemment designées. Souvent, des fois, ça va être un trottoir à niveau, ça peut être un rond-point, mais tout ce qui fait en sorte que finalement, on est perturbé. Et ça, ce n'est pas intuitif d'être perturbé. C'est pas indiqué clairement où est le vélo, où est le piéton, où est l'auto. Mais c'est pas grave. L'important, c'est de se rencontrer à faible vitesse. Puis à faible vitesse, on l'a dit, il n'y a presque pas de mort. Puis ça invite à mieux se rencontrer. Puis cette mobilité douce, bien qu'elle soit active, c'est ça qui va être la clé pour sauver plus de vies notamment. Il y a d'autres mesures tactiques concrètes. C'est la dernière section de la présentation. Ça, c'était des recommandations encore du projet Vieillir en santé dans les quartiers sécuritaires. Mais des fois, c'est très simple. On le disait par de la peinture, de prolonger les décomptes temporaires de temps pour les piétons est fondamental, d'avoir des terre-pleins centraux où les aînés peuvent s'arrêter, puis aussi de verdir, de mettre des fleurs. Ça fait partie de la sécurité, d'embellir la ville aussi, parce que quand c'est trop laid, on a envie de s'enfuir aussi. Réduire la largeur des voies, ça paraît une évidence, mais les études de santé publique, d'épidémiologie démontrent le lien direct. C'est le principal facteur, c'est la vitesse et la largeur des rues. Parce que ça invite à la vitesse, tout simplement. Donc et puis de réduire la largeur aussi, ça réduit le temps de traverse pour les piétons. Donc non seulement ça réduit la vitesse des véhicules, mais ça réduit le temps de traverse des piétons. Donc c'est double gain. Puis on s'en va vers des rues plus complètes où chacun aura sa place, puis cyclable, auto, peut-être aussi stationnement dans certains cas, mais d'avoir des trottoirs élargis et de finalement encadre mieux la rue et invite aussi plus à marcher parce que justement on se sent moins à l'étroit aussi sur nos trottoirs. Réduire la chaussée, mais aussi la taille des intersections. Vous avez des intersections finalement où il y a des résidus urbains. Ici, c'était un exemple, il y a rarement des rues transversales dans le cadastre orthogonal nord-américain, mais il y a quand même certains résidus. On peut jouer là-dessus. D'ailleurs, en hiver, vous le voyez, c'est souvent des lieux où il y a beaucoup de neige qui se ramasse. On appelle ça des snake down en anglais, mais ça illustre tout ce gaspillage d'espace qu'on peut récupérer en sécurisant et en embellissant, parce qu'on peut créer des activités comme sur l'île de Manhattan à New York, où il y a finalement eu des gestes très petits au début qui ne coûtaient pas cher, mettre des tables à pique-nique, des jardinières,
puis maintenant c'est devenu une piétonisation temporaire, et je vous dis que les commerces perdent pas d'argent avec ça. La visibilité aux intersections. Le code de la sécurité routière interdit de se stationner aux 5 mètres d'une intersection pour dégager le triangle de visibilité, qui est reconnu par tout le monde, là, ce triangle de visibilité, mais il n'est pas encore appliqué par toutes les municipalités. Montréal n'applique pas le CSR pour le respect de cette interdiction de stationner. Il va finir par l'appliquer en 2018. Comment ça qu'on peut ne pas respecter une loi au Québec, en plus quand on est une municipalité, puis en plus quand ça concerne la sécurité des usagers vulnérables? Je comprends pas. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment inverser le paradigme pour que ce soit plus acceptable. Donc, de dégager la visibilité aux intersections, ça peut être aussi justement de venir faire se rapprocher les trottoirs. Donc, le piéton voit mieux l'automobiliste voit le piéton qui va s'engager. Là encore, vous avez le concept de réduire la distance à franchir, de créer des zones de transition. Vous avez des trottoirs traversants. Là, c'est l'automobiliste qui passe chez le piéton. Parce que le piéton, à chaque fois qu'il arrive à une intersection, c'est lui qui semble entrer dans un territoire hostile où des véhicules roulent très vite. Mais dans le fond, sa trame aussi est continue. Et lui, vu qu'il utilise sa propre énergie, que son déplacement n'est pas fossile, n'est pas juste à appuyer sur un accélérateur, ben ça devrait être lui, des fois, qui a priorité, puis ça devrait être l'automobile qui rentre chez lui. Alors, il y a l'idée des trottoirs traversants, des intersections surélevées, des trottoirs prolongés. Il y a beaucoup de choses à imaginer chez nos ingénieurs, notamment, qui peuvent faire mieux, qui doivent sortir de l'intersection traditionnelle qu'on voit tout le temps et qu'on le voit, ne sauve pas assez de vie. Des zones de transition, des sas pour piétons ou pour vélos. Apaiser la circulation aussi, c'est des fois juste enlever quelques cases de stationnement à l'endroit où vous sentez que les piétons ont besoin de plus d'espace pour parler, pour jaser. Les passages hors intersection. Dans le cas de la sécurité routière, on nous dit normalement, même une intersection qui n'a pas de lumière, tu n'es pas censé t'y engager, tu dois aller chercher une autre lumière, ce qui ne se fait jamais, parce qu'on n'a pas, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'un être humain fonctionne. Mais on le voit, quand un tronçon de rue est trop long, est-ce qu'on va faire 300 mètres pour aller en face, au commerce d'en face? Non. Alors il faut tenir compte aussi de ces besoins-là. Et si on a un débit piéton trop fort, ben à ce moment-là, soit on met une lumière, un panneau à arrêt, une traverse continue comme on l'a montré, mais de tenir compte des besoins de traverse sur des axes qui sont trop longs et ne permettent pas une porosité. Parce que la porosité du tissu urbain vraiment conditionne la marche. Par exemple, dans le plan piéton de Strasbourg, ils ont dit qu'il faut qu'il y ait un passage entre deux rues à peu près aux 150 à 200 mètres. Parce qu'après 150 ou 200 mètres, tu vas couper pour aller n'importe où. C'est pas vrai que tu vas faire des kilomètres de détour parce qu'on se dit que tu vas fonctionner comme une automobile. Finalement, vous dire qu'on a beaucoup à gagner. J'ai parlé d'éco-bénéfices, mais il y a vraiment quelque chose dans l'appropriation de la ville, quelque chose vers un retour vers la qualité de vie en ville. Ceux qui avaient fui la ville, souvent l'avaient quittée parce que justement, il y avait trop de bruit, de pollution, de congestion. Et ceux qui y vivent en ville ou veulent y vivre encore se disent ben, « moi, je veux y croire parce que je veux que ça soit plus verdi, je veux qu'elle soit agréable. » Puis je pense que la ville, ça peut aussi être la qualité de vie. Alors ça, là, cet imaginaire de la ville plus agréable, c'est en train de s'implanter partout. Ça, c'est toutes les places de stationnement supprimées et reconverties en terrasses qui peuvent être temporaires ou permanentes. C'est parti de San Francisco où on parlait de parklet. On a parlé à Vancouver de récifs urbains, de pâturage urbain. Et au Québec, l'Office national de la langue française a accepté le mot placotoir. C'est génial, c'est un mix du mot placoter et des trottoirs, donc placoter sur le trottoir. Puis vous voyez, il y a tout un imaginaire de la vie en ville qui se réinvente parce qu'on fait plus de place aux piétons. Puis vous dire aussi, vous voyez ici Copenhague. Copenhague est parti, alors oui, ils ne sont pas partis du même endroit, c'est vrai, mais sont partis de beaucoup de rues avec beaucoup d'autos aussi. Alors c'est un changement dans le temps qui va sûrement se faire petit à petit au Québec, mais qui est finalement inéluctable vu l'accroissement des déplacements actifs et des besoins de mobilité en général. Les véhicules autonomes, je fais juste poser quelques questions. Est-ce qu'on est préparé? Quels vont être les changements? Est-ce que les lumières vont disparaître? Certains fabricants automobiles nous disent qu'il n'y aura plus besoin de lumière vu que les véhicules vont communiquer avec les lumières, avec les autres usagers. Alors, quels vont être les droits du piéton?
On sait qu'un véhicule autonome devra faire des algorithmes, des choix. Est-ce qu'il va privilégier certains piétons vis-à-vis d'autres? Est-ce que les véhicules autonomes vont mieux protéger les piétons? Sûrement. Dans les statistiques qu'on voit circuler, c'est que ce sera des véhicules plus sécuritaires, mais ça implique de repenser entièrement notre régime d'assurance publique, puisque la SAAC, actuellement, le régime d'assurance est basé sur un principe de responsabilité qui n'est plus pensable avec des véhicules autonomes qui seraient opérés par des compagnies et dont la responsabilité doit être complètement repensée. Aux États-Unis, la réglementation sur les véhicules autonomes indique qu'un opérateur de véhicules autonomes n'a pas de responsabilité, ne peut pas être actionné. Mais là ça vient encore plus marginaliser les droits des piétons qui doivent avoir des droits face aux véhicules autonomes. Et je pense que les véhicules autonomes, il ne faut pas tant en avoir peur, mais par contre, il faut se dire qu'il faut mettre les balises pour protéger les piétons, puis pour que les véhicules autonomes soient une solution de sécurité et non pas d'aggravation et de marginalisation des déplacements piétons. Ici, vous avez juste un sketch de la ville de Vancouver qui a commencé, c'est juste commencé, à amorcer une réflexion sur on va faire quoi de tous ces stationnements puis ces voies automobiles quand il y aura des véhicules autonomes puis qu'il y aura beaucoup moins de gens qui posséderont leur auto. Ben, eux, ils ont dit on va mieux sécuriser les intersections puis on va reconvertir le stationnement pour l'offrir justement bien souvent aux piétons et aux transports collectifs. Fait que voilà, c'est fini. Merci beaucoup pour votre attention.